Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Essaouira sur le 102.0, à Safi le 100.4. Dur de réformer notre système d'enseignement marocain. Les plans d'urgence, les visions se succèdent et les résultats se font toujours attendre. Il y a quelques jours, un pavé dans la mare a été jeté avec l'annonce de la fin de la gratuité au niveau du lycée et du supérieur. Et malgré les explications et les précisions du chef de gouvernement, eh bien, la méfiance reste de mise chez certains observateurs. Alors pourquoi diable est-il si difficile de réformer le secteur? L'opposition publique-privée a-t-elle encore du sens? Et enfin, quel modèle peut sauver l'enseignement supérieur au Maroc? Des questions que l'on posera dans le débat d'aujourd'hui auquel participe notamment Hanan Chakraoui, team leader du pôle éducation au sein de Tariq Ibn Ziyad Initiative. Bonjour Hanan Chakraoui. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes également titulaire d'un doctorat en administration et politique publique. Vous dirigez le pôle éducation au sein de Tizi, qui a pour objectif donc de contribuer, comme on le sait, au débat national sur l'éducation en mettant l'accent sur les avancées et les best practices. Merci d'être avec nous aujourd'hui Hanan Chapraoui. Également dans le tour de table, Mohamed Darabi, expert en accréditation internationale et assurance qualité dans l'enseignement supérieur, doyen et directeur de TBS Campus Casablanca. Vous êtes professeur de finance, vous avez enseigné dans plusieurs universités, notamment Al-Akhawayn et l'université de Sherbrooke au Canada. Expert international, vous avez réalisé plusieurs missions d'assurance qualité et révision de programmes académiques au profit de diverses institutions. Mohamed Darabi, bonjour. Bonjour Mehdi et bonjour à tout le monde. Et voilà. Également avec nous dans le tour de table Nabila Mounib, membre du secrétariat national de la Fédération de la gauche démocratique, membre du syndicat national de l'enseignement supérieur, professeur universitaire. Vous étiez également secrétaire général de la région du Grand Casablanca pour le syndicat national de l'enseignement supérieur. Vous êtes enfin secrétaire général du Parti socialiste unifié. Nabila Mounib, bonjour. Merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Également dans le tour de table, Abdellatif Irzou, vice-président chargé des affaires académiques et de la vie universitaire au sein de l'université Hassan II de Casablanca. Vous étiez vice-doyen de la faculté des sciences de Ain Shork, chimiste de formation. Vous étiez également chef du département de chimie au sein de la même faculté. Abdellatif Irzou, bonjour. Bonjour Mehdi, merci de l'invitation. Également avec nous dans le tour de table, Latif Miraoui, président de l'université Qadi Ayyad de Marrakech. Vous êtes président de l'agence universitaire de la francophonie. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Vous étiez également expert au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en Roumanie. Abdef Miraoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et enfin, Abdelrafour El Allam, membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Vous êtes aussi expert en planification de l'éducation. Vous avez également été le coordinateur régional de plusieurs projets de coopération internationale dans le domaine éducatif. Abdelrafour El Allam, bonjour. Bonjour Mehdi. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie toutes et tous d'être venus. Tout de suite, mesdames, messieurs, l'édito préparé par la rédaction. Bien sûr, on se retrouve juste après pour vos commentaires. Ce n'est pas la fin de la gratuité de l'enseignement supérieur au Maroc. Le chef du gouvernement l'affirme, le confirme et se dit en colère contre ceux qui font circuler ce qu'il qualifie de rumeurs et d'informations infondées à ce sujet. Pour remettre les pendules à l'heure, Saad Din El Othmani a ainsi bien voulu préciser qu'il s'agit en réalité d'un projet de loi en cours d'examen et qui veut que des frais d'inscription soient désormais payés, mais seulement, dit-il, par les familles aisées. Je cite, les classes en précarité, pauvres et moyennes seraient exemptées de ces frais. Un projet de loi dont l'adoption, explique El Othmani, se fera sur la base d'un texte réglementaire qui prendra en considération le niveau de revenus et la capacité de paiement. C'est ainsi donc que sera défini qui paiera combien.
Voilà qui a le mérite de la mise au point, mais qui ne manque pas dans le même temps de soulever des interrogations sur l'utilité même du texte, s'il ne concernait que les familles aisées qui, de fait, ne se bousculent pas aux portes des universités marocaines afin d'y mettre leur progéniture, notamment au vu de ce qu'est devenu l'enseignement public au Maroc depuis bien des années. Mais au-delà du débat sur les frais d'inscription dont il serait question si le texte est adopté, c'est le statut même des universités marocaines qui concentrera l'essentiel de notre débat. N'est-il pas temps pour les établissements d'enseignement supérieur marocains de s'inspirer de modèles étrangers, notamment ayant fait leur preuve ailleurs ? Le modèle des écoles et universités sous statut de fondation à but non lucratif semble à ce titre être plus qu'approprié puisqu'il permet entre autres d'un côté de pouvoir recevoir des dons mais aussi de pouvoir enfin investir dans la recherche et le développement, grand orphelin de l'enseignement supérieur au Maroc et pourtant ô combien nécessaire à son développement pour le sortir d'une léthargie qui le frappe au plus profond. Un modèle qui a ses défenseurs parmi lesquels l'ancien ministre en charge de l'enseignement supérieur, Larsen Daoudi, de grandes écoles et universités dans le monde fonctionnent aussi sous ce statut et ce depuis bien des années et forcé de croire que ça marche. Alors pourquoi pas au Maroc ? Quel modèle pour un meilleur enseignement supérieur au Maroc, soit-il gratuit ou payant ? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Nabila Mounib, je rappelle que vous êtes membre du secrétariat national de la Fédération de la gauche démocratique et membre du syndicat national de l'enseignement supérieur. Première réaction à l'édito. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de débattre une question très importante qui n'est pas de l'ordre du technique, mais c'est une question largement politique qui concerne le modèle de l'enseignement au Maroc. Et je pense qu'après l'élaboration de la stratégie 2015-2030, aujourd'hui on passe à une autre étape, celle de l'élaboration d'une loi cadre qui devrait englober tout ça. Bon, en écoutant l'édito qui a été présenté, écoutez, nous avons besoin d'abord de réussir quelque part un modèle maroco-marocain d'une école et d'une université publique qui puisse au moins mettre le pas de manière ancrée vers une réussite de la massification et de la qualité, parce qu'on est en échec même par rapport à nos voisins. Il faut voir, au niveau de l'université, aujourd'hui, nous avons 750 000 étudiants au Maroc, alors qu'en Algérie, ils sont 2 millions, et en Tunisie, ils ont le même nombre pour 10 millions d'habitants, alors que nous sommes à peu près à 34,5 millions. Donc nous sommes en échec massif et en échec de qualité. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir mettre fin à toutes les réformes qu'on a appelées abusivement réformes et qui n'ont fait que ancrer la grosse crise dans laquelle se débat l'enseignement, tout cycle confondu, et notamment l'enseignement supérieur au Maroc. Et aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de solutions véritables et non pas d'aller chercher l'argent dans la poche des plus pauvres. Parce que nous sommes en échec de modèle de développement en général. Et nous savons que pour un projet de société, la question de l'école est fondamentale, elle est au cœur de ce projet. Notre école est en échec. Et je pense que les Marocains qui soient au gouvernement ou pas au gouvernement ont ce souci de voir émerger une école parce qu'ils savent pertinemment que nous sommes un pays en développement et que si nous n'arrivons pas à mettre sur selle l'école et l'université publique, nous sommes en échec et on va continuer dans notre sous-développement. Donc aujourd'hui, au regard de notre situation en crise globale au Maroc, parce que le Maroc ne va pas très bien, hein, il a plu, c'est très bien, et moi, c'est vrai que l'IOT disait pleuvoir, c'est gouverner, mais moi je dis qu'aujourd'hui, réussir son système éducatif, c'est ça qui va nous permettre de gouverner. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'un État social, et l'État social, pour moi, c'est un État qui assume ses responsabilités pleinement dans l'école pour essayer de parer aux crises sociales que nous connaissons. Nous avons vu les femmes piétiner, mourir pour un panier de 150 dirhams. Nous voyons le Rif qui est toujours dans le Hirak après 1 an. Nous voyons Jreda, nous voyons. Toutes ces régions-là souffrent d'un malaise terrible. Et la cause première qui nous a donné le chômage urbain à 45%, c'est l'échec de notre système éducatif. Nous n'avons pas pu justement armer nos jeunes avec la capacitation éducative, et ça c'est un échec, et je ne pense certainement pas. Bon, j'ai bien regardé le projet de loi cadre, il y a des choses très intéressantes, mais là où ça ne va pas,
c'est là où il faut aller chercher l'argent dans la poche des pauvres. Parce que si monsieur le chef du gouvernement nous dit les familles aisées, quelles sont ces familles aisées? Nous les comptons, c'est une dizaine de familles, ils s'en foutent royalement de l'école publique. Donc il faut arrêter tout ça et je pense qu'il faut aller au problème. Qu'est-ce qu'il faut? Et là, il y a des solutions. Il y a de vraies solutions pour mettre sur selle, remettre sur selle l'école publique et l'université publique. Hanan Cherkaoui, team leader du pôle éducation au sein de Tariq Ibn Ziyad Initiative. Écoutez, en écoutant... Alors je vais vous demander de parler bien au centre du micro, merci. Oui. Très bien. Donc, en écoutant cet édito, moi, j'ai deux interrogations, ou plutôt deux commentaires. Donc, je pense que cette loi cadre, elle nous force à revenir à des questions basiques, idéologiques. Est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, que l'éducation au Maroc est un droit ou c'est un privilège? Parce qu'à partir du moment où on passe à un système payant, même si c'est pour certains, ce n'est plus un droit, ça devient un privilège. Ça, premièrement. Deuxièmement, quel est l'objectif de l'éducation? Quel est l'objectif des établissements éducatifs? Est-ce qu'on veut que les universités et les écoles jouent un rôle d'ascenseur social? Est-ce qu'on veut que ces personnes, lorsqu'elles rentrent dans ces établissements, améliorent leur situation? Parce que là, si c'est le cas, on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Deuxième point, par rapport à justement loi cadre qui est supposée reprendre des recommandations du Conseil qui a fait un très bon travail de diagnostic. Est-ce que c'est tout ce que le Conseil a recommandé? Non, le Conseil a donné plusieurs recommandations, dont l'optimisation des ressources, l'optimisation du financement. Donc aujourd'hui, évidemment, les médias ne mettent l'accent que sur la gratuité, il y a beaucoup plus de choses, mais je ne sais pas si le gain d'opportunité, est-ce que introduire une mesure qui va taxer certaines familles aisées ou la classe moyenne où on ne sait pas encore qui est-ce qui va être concerné, va vraiment nous donner les fonds dont nous avons besoin et dont on parle. Comme vous avez dit, le vrai débat va se poser sur comment définir cette catégorie de payeurs. Est-ce qu'on parle des gens très aisés? Comme l'a dit Madame Mounib, ces personnes-là, en général, scolarisent leurs enfants dans des établissements privés déjà. Donc bon, la classe moyenne est déjà alourdie par le poids des dettes. On va l'asphyxier encore plus. Est-ce qu'on n'obtiendra pas le résultat contraire de pousser les inégalités? Voilà. Abdelatif Izrouf, vice-président chargé des affaires académiques à l'université Hassan II de Casablanca. Par rapport à l'édito. Par rapport à l'édito, merci d'abord. La première des choses, il faut dire que la loi 01-000 sortie en 2000 est dépassée dans un certain nombre de domaines, notamment l'évolution du domaine de l'enseignement avec l'introduction des nouvelles entités publiques-privées, et notamment les fondations. Donc déjà, la nécessité de reprendre une loi cadre qui devrait donc être actualisée, première des choses. La seconde des choses, c'est le financement de l'enseignement supérieur qui est posé et qui est toujours posé. J'ai entre les mains la charte de l'éducation, la charte nationale de l'éducation et de la formation, qui stipulait que tous les acteurs concernés par la formation et l'éducation mettent la main à la poche. Le secteur privé, les collectivités locales et les familles aisées, entre guillemets. À date d'aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président, il n'y a que la subvention étatique qui est là. Et on l'appelle d'ailleurs EANA, pour dire bien, c'est le strict minimum, étant donné que le Maroc n'est pas un pays riche. Et également les recettes propres des universités. À titre d'exemple, l'université Hassan II de Casablanca, qui est une grosse université, la subvention pour 2017 était de l'ordre de 200 millions de dirhams. Les recettes propres, la formation continue et la recherche, c'est 96 millions de dirhams. Donc le problème de financement, avant de parler de la qualité, parce que l'enseignement supérieur public a ses spécificités. Très bien. Abdelghafour, membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Merci. En réaction à votre édito, c'est vrai, le Conseil du gouvernement marocain a adopté le 4 janvier dernier la première loi cadre de son histoire, qui réglemente spécifiquement le secteur de l'éducation de formation. Je pense que c'est un grand moment pour le Maroc qui, depuis l'indépendance, n'a pas réussi à s'entendre sur les principes juridiques qui doivent régir le système éducatif. Après plusieurs décennies d'hésitation et d'incertitude, le Maroc a maintenant un cadre juridique censé sortir le secteur de l'éducation de l'impasse, de la crise. Cette loi constitue un tournant majeur dans l'histoire de la réforme du système éducatif national. C'est une loi contraignante pour le gouvernement et pour les ministres qui seront évalués sur sa base. Depuis des décennies, comme nous le savons tous, le Maroc tente de réformer tant bien que mal son système éducatif qui absorbe
comme nous le savons tous, le tiers du budget, multiplie ainsi les programmes, les plans, les commissions. C'est la création du Conseil supérieur d'éducation et de formation en 2013 qui, après 2 ans de travail et de larges consultations des partis politiques, des syndicats, de la société civile, a élaboré une vision prospective 2015-2030 censée transformer l'école marocaine. Alors on verra comment ça transformera l'école marocaine et on reviendra sur le fond de notre débat, à savoir quel modèle serait le plus approprié, en tout cas pour essayer de sortir de l'impasse l'éducation, ou plutôt l'enseignement supérieur au Maroc. Mohamed Darabi, expert en accréditation internationale et doyen de TBS Campus Casablanca par rapport à l'édito. Et restons d'abord sur l'édito dans un premier temps. Très bien. Bon, l'édito parle de deux choses importantes. C'est que le système qui a donné lieu à cette loi cadre, il y avait un conseil supérieur de l'enseignement qui a fait un travail. C'est des gens qui connaissent le pays, qui ont fait leur diagnostic et qui ont arrivé à mettre en place un certain nombre de propositions, et que le gouvernement va prendre ces propositions avec intelligence et va réagir dans le contexte social et économique du pays et essayer de mettre en place un certain nombre de mesures qui ont été proposées avec une forte proposition du Conseil supérieur de l'enseignement. Maintenant, en parlant de la gratuité, il faut simplifier la chose, c'est très simple. L'enseignement aujourd'hui public n'est pas gratuit. La différence, c'est qui paye. Pour le système dans lequel il y a le privé, c'est les parents qui payent. Pour le système public, c'est les contribuables qui payent. La seule différence, c'est que l'argent pour atterrir chez le responsable de l'institut qui va l'utiliser pour former l'étudiant, ça prend du temps et passe par plusieurs circuits, donc de l'administration fiscale, puis budget de l'État, puis budget de l'enseignement, etc. Donc, c'est pas gratuit. Gratuit pour moi, c'est personne n'est payé, on le fait gratuitement. C'est du bénévolat. C'est du bénévole. Là, c'est pas gratuit. La différence, c'est qui paye. Aujourd'hui, l'État propose une alternative à ce que ce circuit qui ne donne pas des résultats, on est tous d'accord sur le diagnostic, il ne faut pas se leurrer, le système de l'enseignement supérieur ne va pas très bien. Il y a des niches d'excellence dans notre pays, il y a les instituts, il faut le reconnaître, les institutions publiques de qualité qui forment de très bons médecins, de très bons ingénieurs. Ça, il faut le regarder. Mais nous parlons de la masse de 80% à peu près des étudiants qui vont dans des établissements à accès ouvert. Et c'est là le problème du pays. C'est la capacité de ces étudiants à s'intégrer dans le marché de l'emploi. Sans un modèle holistique, pas de façon on va bricoler, on va faire ça et puis peut-être dans 2 ans on va faire autre chose. Il faut vraiment un débat et un courage et des sacrifices de tout le monde, de la société, parce qu'on ne peut pas garantir une continuité de développement et de la croissance de notre pays avec un 1% de financement des universités publiques qui vient du PIB. Notre PIB, il est ce qu'il est. Je vous donne à titre comparatif, notre PIB il est de 100 milliards de dollars. On en consacre à l'enseignement supérieur 1%. Si on se compare à la Turquie, à la France par exemple, la Turquie elle a 800 milliards et elle consacre à peu près 1,5% dans l'enseignement supérieur. Donc il y a déjà l'argent mis à disposition des universités publiques, elle est ce qu'elle est. Et on ne doit pas être étonné des résultats, c'est très simple. Donc, il faut, à mon avis, il faut sortir de cette analyse monovariable et puis partir d'une analyse multivariable et regarder à la fois la partie technique, mais aussi la partie politique, la partie système et la partie, surtout, qualité de l'enseignement. Ça, c'est important pour moi. Donc, première réaction à l'édito. Ça sera, c'est là, Altef Melaoui, président de l'université Qadéia de Marrakech. Oui, non, mais moi je souhaiterais qu'on dépassionne en quelque sorte un peu le débat sur ces questions. Ouais, ça sera difficile. Oui, c'est malheureux parce que le mot réforme, je ne l'entends que chez nous et dans les pays francophones. C'est malheureux parce que quand je vais aux États-Unis, quand je vais dans les pays anglophones, le mot réforme, je l'entends jamais. Ça veut dire que vraiment la réforme, elle est pratiquement continuelle. Et tout le temps, on est en train de réformer, on est en train de changer. Aujourd'hui, il faut que l'opinion publique le comprenne, il s'agit de frais d'inscription. Et
moi qui ai fait toutes mes études en France, des études gratuites, et voilà, on a toujours payé aux alentours de 400 €, enfin 350. Et ce sont des frais d'inscription qui permettent en quelque sorte un peu de faire des activités que l'université ne peut pas faire. Et donc il faudrait d'abord remettre la situation là où elle est. Il faut expliquer à l'opinion publique qu'il ne s'agit pas de frais de scolarité, qu'il s'agit de frais d'inscription. Je ne sais pas ce que le gouvernement va faire, je pense que ça mérite des études très précises pour savoir qui peut aider, qui peut éventuellement participer. Mais il s'agit toujours vraiment d'un enseignement plutôt de solidarité, parce que c'est vraiment la structure de l'éducation et de l'enseignement supérieur marocain. Alors, il faut mais justement, Altef Melaoui, président de l'université Radaya de Marrakech, il y a eu la mise au point dont on parlait tout à l'heure dans l'édito du chef de gouvernement. Il a bien expliqué que c'était des frais d'inscription pour une certaine catégorie sociale. C'était les gens les plus aisés. On ne parlait pas de la classe moyenne, on ne parlait pas non plus de la classe la plus défavorisée. Et pourtant, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais on a l'impression quelque part que il y a certaines parties qui ne veulent pas démordre de l'idée qu'on va vers une annulation de la gratuité de l'enseignement. Et est-ce qu'on peut se poser, on est légitime à se poser la question suivante, qui a intérêt à ce que ce faux débat perdure quelque part? Je pense qu'il faudrait sortir du dogmatisme en quelque sorte, sortir un peu de l'idée que l'enseignement est gratuit, que l'enseignement supérieur en particulier, parce que c'est celui-là que je maîtrise, qu'il est gratuit. Il y a l'argent qui vient de quelque part, de toute façon. Oui, c'est ce que disait Mohamed Darabi, exactement, c'est ce que disait contribuable. Mon collègue. Je veux juste donner des exemples. C'est sous forme d'équité qu'on est en train de faire de l'inéquité depuis très longtemps. Dans mon temps, je pense dans le temps de je dirais de mon temps également, mais je pense que certains d'entre nous ici ont vécu cette situation, je pense qu'il y avait plus d'égalité des chances. Il y avait plus d'égalité des chances parce que, d'abord, le taux d'encadrement était meilleur. On avait accès beaucoup plus facilement, même si bien sûr il n'y avait que l'élite qui arrivait, mais en tout cas on avait le bilinguisme, l'ouverture aux langues, etc. Et on arrivait. Preuve, voilà, des gens comme moi peuvent arriver éventuellement à des situations importantes. Aujourd'hui, un enfant, j'allais dire, de la même situation économique que la mienne, ne serait jamais arrivé, j'allais dire même pas à une licence. Et je pense que c'est la question qu'il faut qu'on discute. Et je voudrais préciser pour donner des exemples, pour dire que juste que 6% de Marocains arrivent justement à accéder aux études universitaires, et ça rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire. En l'an 2000, par exemple, il y avait 7% de jeunes de 18 à 24 ans qui arrivaient à l'université. Aujourd'hui, Madame Monib l'a dit, je la remercie, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une massification. Même si le terme massification, je ne l'apprécie pas beaucoup. Moi, je dis plutôt l'iqbal. Ça veut dire il faut qu'on soit heureux de cette situation. L'attractivité, que finalement nos enfants nos enfants modestes arrivent à l'université. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un peu de qualité aussi qui est posée là-dessus, parce que la partie ouverture aux langues n'existe pas, la partie soft skills, tout ce qui est vraiment compétences transversales, voilà, nos jeunes peuvent avoir le diplôme, ils ont du mal à s'insérer. Mais j'aimerais préciser quelque chose. Je disais tout à l'heure, sous forme d'équité, on fait de l'inéquité. La base structurelle de notre enseignement supérieur aujourd'hui est basée sur l'inéquité. Je donne des exemples. Si je prends mon université, sur 100 000 étudiants, j'ai à peu près 50% de boursiers. 50% de gens qui ont la bourse. Je vous laisse deviner ce que c'est une bourse au Maroc de l'enseignement supérieur. 600 dirhams. Excusez du peu. 3 mois. Voilà. Et ça c'est 50% à l'échelle des 100 000 étudiants. Lorsque je vais aller rentrer à l'intérieur pour regarder ce qui se passe, je vois la fac de médecine, 11%. Je vois l'ENCG, 13%. Je vois l'École nationale supérieure des sciences appliquées, l'ENSA, je vois que j'arrive à peu près à peine à 18%. Et là, je me pose des questions. Je me dis, comment ça se fait? Ça veut dire que les enfants de cadre supérieur, nos enfants, excusez-moi, arrivent plus facilement à la fac de médecine, arrivent plus facilement à l'ENCG, et les autres, ils n'arrivent pas. Je pense qu'il faudrait arriver à créer une solidarité, à créer une vraie équité. Et aujourd'hui, le problème, il est posé. Et donc, bien sûr, alors après, il faut chercher les financements. Je pense que cette voie, elle est plutôt frais d'inscription. On n'est pas en train de parler, on est en train de parler d'une recharge téléphonique tous les mois. Donc, je pense que ça va être à peu près... Et pourtant, Nabila Mounib, tout à l'heure, parlait de taper dans la poche des pauvres. Vous avez compris un petit peu l'orientation? Moi, j'ai compris, parce que ce débat, je l'ai autour de moi. Et je pense que c'est peut-être légitime, mais je pense qu'il faudrait
laisser d'abord les études du gouvernement qui vont se faire pour voir finalement où on peut éventuellement demander de la solidarité, mais ne pas rejeter complètement. C'est a posteriori qu'on va faire les études pour voir. Non, je pense que maintenant il est passé au gouvernement. Oui. Donc maintenant, après, il y a c'est une information qu'on aurait dû avoir avant, a priori. Non, mais on le sait, on sait très bien. On est en train de parler de frais d'inscription. Donc aujourd'hui, le Conseil supérieur a fait des recommandations. C'est passé au Conseil de gouvernement qui a adopté. Et maintenant, ça ne va pas s'appliquer demain. Il y a quand même un temps pour que les études se fassent et puis que l'exécutif, le ministère réfléchisse comment il va l'appliquer. Nabila Mounib, quand vous parliez justement tout à l'heure de taper dans la poche des pauvres, alors que le chef de gouvernement a été très clair, il avait dit que les pauvres, les personnes en situation économique difficile ne vont pas participer à ces frais d'inscription. Encore une fois, il s'agit de frais d'inscription. Pourquoi est-ce que vous restez sur cette idée qu'on va taper encore à la poche des pauvres? Écoutez, moi je suis une femme scientifique, j'ai examiné longuement ce projet de loi cadre, et je vois, objectif, l'école de l'équité, de la qualité et de l'émancipation de l'individu et de la société. Très bien, c'est un super truc. Et je regarde, 10 volets, et au niveau du volet 8, qui concerne le financement, il y a 10 articles. Que disent ces articles? Que, bien sûr, il va y avoir un effort de solidarité, et surtout les familles aisées. Pour moi, les familles aisées, ça ne veut rien dire, parce que quand on a voulu taper sur la généralisation de la bourse, on a dit les gens qui sont aisés ne toucheront pas de bourse, et les pauvres vont avoir accès à cette bourse. Et on a estimé qu'on est aisé à partir de 3 000 dirhams. Tous les parents qui touchent 3 000 dirhams, leurs enfants n'avaient pas droit à cette époque à la bourse. Aujourd'hui, ce qu'on entend, et ce qui ne se dit pas, c'est qu'à partir de 5 000 dirhams, vous allez payer des frais de scolarité. Imaginez, vous avez 3 enfants, il y en a plein qui ont plus de 3 enfants, vous êtes un papa, vous touchez 5 000 dirhams, vous allez payer des frais de scolarité. Monsieur le président de l'université Qadir Ayad a rappelé, moi aussi j'ai fait une partie de mes études en France, on payait des frais de scolarité. Des frais de scolarité... Non, d'inscription. D'inscription, pardon. Des frais d'inscription. À peu près 300 euros, 350 Même pas à l'époque, on avait droit au ski, au tennis, aux activités culturelles, à la santé et tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre à ces familles? Et nous savons tous que la plupart des familles marocaines sont pauvres ou dans la précarité ou plutôt moyen moins que moyen plus. Donc tout ce peuple-là, c'est pour ça que je dis, et je sais de quoi je parle. Ensuite, je regarde qu'aujourd'hui, on introduit... Non, en fait, vous ne faites pas confiance aux propos du chef de gouvernement. Non, mais le chef de gouvernement, il est là pour faire passer vraiment le recul de plus en plus sur tout ce qui est social, tout ce qui est enseignement, etc. Ça a déjà commencé bien avant M. Daoudi même, etc., qui a accéléré. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est la honte que de parler de fondation à but non lucratif. Nous avons besoin de véritables... Je n'imagine pas. Moi, je vois le Liban, un petit État de 140 km de long sur 8 km de large, qui a 50 universités. Nous avons 14 universités plus ou moins, 12 vraies, etc. Et on nous dit on va aller chercher des universités américaines, espagnoles, turques, japonaises, je ne sais pas à quoi on va ressembler. Si vous permettez, parce que les auditeurs, ils ont besoin quand même, mais je ne vais pas être longue. Que dit justement cette loi cadre au niveau du financement? Que voilà, justement, l'État garantit la gratuité de l'enseignement obligatoire jusqu'à 15 ans, mais il ne va pas priver ceux qui n'en ont pas les moyens de poursuivre. Il faut qu'ils soient excellents, et pour qu'on soit excellent et pauvre, vraiment c'est incroyable. L'article 44 parle encore une fois que tout le monde doit mettre la main à la poche, et surtout, enfin tous les partenaires, et quand on a classé les familles en premier partenaire, donc on voit très bien. Ensuite, on nous dit que le principe de participation au financement, au niveau de l'enseignement supérieur, va se faire de manière progressive, à commencer par les frais d'inscription, et ensuite dans les lycées qualifiants. Et moi quand même, je vois très bien venir ce qu'ils veulent. Alors, et on nous dit que, en tenant compte des revenus, quand on voit les revenus, quand je vois dans les pays démocratiques, c'est-à-dire la différence des revenus entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas, elle est de 7 à 8 fois. Chez nous, elle est de 35 fois. Donc je ne comprends pas. Nous sommes dans une situation qui ne permet en aucun cas de... Et ensuite, on nous dit, d'article 46, que l'État va faire des efforts pour trouver l'entraide, etc. Enfin, c'est vague. À l'international, il demande qu'on va chercher des frais à l'international pour combattre l'analphabétisme. Pour moi, c'est la honte. Est-ce qu'on n'arrive pas à combattre nous-mêmes l'analphabétisme qui dure pendant 60 ans, alors que
À Cuba, par exemple, ils ont pu, en 8 mois, ils ont pu mettre fin à l'analphabétisme, alors qu'aujourd'hui, le robinet, il est ouvert de l'analphabétisme, et j'en passe. La recherche scientifique, etc. Excusez-moi, mais on est aujourd'hui à un taux d'analphabétisme au Maroc qui est aux alentours de 30%. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, on était aux alentours de 50%. Donc il y a quand même une évolution. Tout n'est pas. Oui, mais l'évolution, vous savez, moi je l'avais dit une fois, quelqu'un qui a 0 sur 20, quand il a 2 sur 20, on dit qu'il évolue. Bon, moi je conclus par ceci. Moi, je pense qu'avec ce projet, on est en train de préparer la fin de la fonction publique. On a appliqué le CDD, et maintenant, c'est les frais d'inscription, on ne sait pas ce qui va venir. Pourquoi on n'appliquerait pas les recommandations des assises de la fiscalité, qui ont demandé à ce qu'il y ait une justice sociale pour qu'on puisse trouver les moyens, justement, pour payer l'enseignement, au lieu d'introduire, justement, comme on dit en arabe, c'est pas comme ça. Très bien. Mohamed Arabi voulait réagir. Doyen directeur de TBS Campus Casablanca. Écoutez, moi, quand j'entends ce débat, je suis un peu, je dirais perdu. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous sommes devant une situation très critique pour notre pays. Et ça va de pire en pire. Ça ne s'améliore pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on admet cette situation et on reste dans les débats dans lesquels chacun tient sa position sans vouloir même intégrer une partie d'ouverture vis-à-vis de l'autre et essayer de comprendre comment on peut interagir avec la situation actuelle. Nous parlons des pays comme la France. Les étudiants français payent des droits d'inscription. J'ai les chiffres ici, 180 € pour les licences, 150 € de cycle master, 610 pour école d'ingénieur, 391 pour doctorat, plus 200 € de social security, tout ce qui est sécurité sociale. Si la question de la gratuité, à mon avis, tous les Marocains ont fait un référendum et on dit, il est 100% sûr, la probabilité est égale à 1, que vous mettez de l'argent, ça va être métamorphosé, la situation du pays, économiquement, l'employabilité. Je suis sûr qu'ils vont payer. Pourquoi ils vont le faire? Vous savez, aujourd'hui, on revient avant l'enseignement supérieur, tous les parents mettent leurs enfants de plus en plus dans le système privé. Ils sont même capables, dans les régions Rabat-Casa, j'ai vu les statistiques, on est à peu près à 80% d'enseignement par le privé. 80%. Même ceux qui sont dans le public, ça me paraît beaucoup. Non, pour la région de Casablanca, c'est 48%. C'est 48% selon les chiffres que j'ai, mais bon. Mais anyways, on peut vérifier après. Même ceux qui mettent leurs enfants dans le public, ils vont faire des heures supplémentaires qui vont payer. Donc, le Marocain, quand on lui garantit une qualité, un résultat, il est capable de mettre la main dans sa poche. Même, je connais des gens dans l'entourage, des coiffeurs, des gens qui mettent de l'argent, qui mettent leurs enfants dans le privé. Bon, si la question de la qualité de l'enseignement, de la qualité des lauréats de l'enseignement peut être résolue seulement par la gratuité, chose que je ne suis pas sûr du tout, je suis 100% à fond par rapport à ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est tout un système, il ne faut pas le réduire ou être réducteur dans notre approche et dire on va commencer par ça, plus de ressources pour les universités et ça va aller de l'avant. Dernier point dans cette petite information, vous regardez les universités aux États-Unis, par exemple, ou en Turquie. La Turquie, elle a décidé, depuis 1981, d'avoir des universités privées, mais à but non lucratif. Vous voulez investir, pas de problème, vous mettez de l'argent, mais à condition que l'argent reste dans l'éducation. Mais qu'est-ce que vous répondez, Mohamed Arabi, aux personnes qui vous disent on a suffisamment d'argent pour faire de la bonne qualité au Maroc par rapport justement, j'entends, à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que nous sommes sur à peu près 30% du budget de l'État, un petit peu moins, mais on va dire 30% pour arrondir. Nous sommes à 10%, à 10 fois plus que la moyenne mondiale en termes d'argent qu'on injecte dans l'éducation. Et donc à partir de là, bon, je peux aussi vous sortir des exemples par rapport à la Tunisie, par rapport à la Corée, etc. Mais je le ferai pas parce qu'on manquera de temps, mais beaucoup de pays mettent moins d'argent pour des résultats beaucoup plus intéressants, alors que là aujourd'hui on est en train de dire il faut mettre plus d'argent alors que nous en mettons déjà beaucoup plus que la moyenne mondiale. Donc le problème, ce n'est pas un problème d'argent manifestement quand on voit ça de l'extérieur. Je suis tout à fait d'accord. Les chiffres que j'ai, que sur l'engagement de l'enseignement, il y a à peu près
à peu près jusqu'à entre 50 et 60% de réalisation. Ce qui est budgétisé n'est pas vraiment totalement investi. Ça, c'est un autre problème. Hein. C'est la comparaison entre ce qui est engagé par l'État, ce qui est promis, parce qu'on ne va pas le faire, parce qu'il y a des investissements qui n'aboutissent pas, etc. Donc il y a pire. Mais encore une fois, moi je dis, le système public, les universités publiques, ils ont besoin de ressources, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont aussi besoin d'une meilleure allocation des ressources, leur donner beaucoup plus de possibilités d'utiliser cet argent-là où il va, monsieur le Président Meraoui le disait tout à l'heure, plus de liberté d'allouer cet argent, plus de liberté de faire de la formation pour les entreprises diplômantes, certifiantes, pour avoir plus d'argent, mais prendre cet argent et le dépenser en formation initiale pour les étudiants qui cherchent leur premier emploi. Ça, c'est un modèle qui peut... en France, par exemple, il y a le budget des universités à 10%, qui est énorme. Hein. Vous prenez 10% d'une université comme l'université de Bordeaux, c'est beaucoup d'argent pour une université marocaine. Et cet argent-là provient des droits d'inscription, mais le reste vient des établissements publics, de l'État, etc. Donc tout cet ensemble, ou ce modèle de financement, à mon avis, doit être revu. Le modèle de financement, la méthode ou les moyens d'allocation de ces ressources pour que sa cible ait un impact direct sur l'étudiant, et finalement faire des systèmes parallèles qui permettent aussi de créer de l'excellence avec des modèles. Je disais tout à l'heure non-for-profit universities aux États-Unis. Vous regardez le classement des meilleures universités dans le monde. Les 10 premières sont américaines. Elles sont toutes, à l'exception de 2, privées, mais à but non lucratif. C'est-à-dire que l'argent reste dans l'éducation. Elle ne sort pas. C'est-à-dire on est sûr, le contribuable, celui qui paye. Encore une fois, aux États-Unis, c'est un modèle assez intéressant. Vous avez les tuition and fees. Donc vous avez les fees, puis les tuition, les frais de scolarité. Et vous regardez, vous avez même le breakdown, la composition, où est-ce que votre argent part. Il y a du advising, il y a de préparation pour l'emploi, il y a de l'enseignement, il y a de la recherche. C'est-à-dire, vous voyez votre argent. Moi, en tant que parent, si j'ai la possibilité d'envoyer mon fils à l'étranger, parce que je sais qu'il va coûter à l'État qu'il va l'accueillir, en France ou aux États-Unis, il va coûter $30 000. Hein. Et au Maroc, si je le laisse ici, il va coûter à une école, les meilleures écoles d'ingénieurs, ils vont dépenser pour un ingénieur 30 000 dirhams au maximum. Hein, ça, c'est, encore une fois, le coût et combien d'argent est dépensé pour la formation des ingénieurs, des médecins, etc. Abdelghafour El-Allam, membre du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Alors justement, sur ces personnes aujourd'hui, qui même d'ailleurs autour de cette table, peuvent un petit peu être... j'ai pas envie de dire choqué, mais en tout cas qui s'offusquent de voir qu'on commence à demander une participation financière de la part des parents, ne serait-ce que pour les frais d'inscription, c'est bien cela. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vous, à votre niveau? Tout d'abord, une mise en contexte s'impose. Le fondement même de la réforme proposée par le Conseil supérieur d'éducation et de formation est largement partagé par les citoyens. Et par les syndicats qui aujourd'hui le dénoncent. Bien sûr. Parce qu'ils ont participé au pourparlers, si on peut dire. Donc, c'est édifier une école d'équité, de qualité et de promotion de l'individu et de la société. D'abord, une école de l'équité qui mette fin à toute forme d'inégalité, d'exclusion et de discrimination. C'est-à-dire assurer l'accès de tous les enfants marocains à l'école et le droit à l'éducation et à la formation. Mais sur les principes, tout le monde sera d'accord avec vous, excusez-moi de vous interrompre, Abdelghafour El-Allam, tout le monde sera d'accord sur le principe, l'équité, on veut une meilleure éducation, mais concrètement aujourd'hui, quels sont les gages d'une meilleure éducation si on participe financièrement, frais d'inscription, frais de scolarité, ce que vous voulez. Si demain on demandait aux Marocains de faire un effort, comme le disait Mohamed Darabi, peut-être qu'il serait une grande majorité à aller dans ce sens, parce qu'ils veulent que leurs enfants bénéficient d'une meilleure éducation, qu'ils aient un possible emploi de bonne qualité, etc., et qui rémunère bien et tout ce que vous voulez. Mais concrètement, aujourd'hui, combien d'argent va être généré grâce à cette réforme que vous proposez au niveau du Conseil et qui a été adoptée par le gouvernement, et comment va être, si vous voulez, comment va être le dispatching des sommes récoltées? Voilà, c'est ça la question.
Dans la vision stratégique, il est stipulé qu'il s'agit de frais d'inscription et non de scolarité. Oui. Ça, il faut l'éclairer. Il ne représente en aucun cas une contrepartie financière. Et vous avez chiffré tout ça? Le Conseil travaille sur le plan stratégique et une étude financière a été lancée pour voir les chiffres concernant ou correspondant. Donc vous pensez que c'est une bonne mesure, mais vous n'avez pas une idée sur ce que cela peut représenter en termes de millions de dirhams et comment est-ce que cet argent va être dépensé? Vous ne pensez pas que c'est une lacune? Non, je ne pense pas que c'est une lacune. Le Conseil réfléchit sur le plan stratégique. Il a lancé des études financières concernant le sujet et les résultats des études vont montrer quelles sont les sommes correspondantes à cette... Hana Sharqawi, team leader du pôle éducation au sein de Tariq bin Ziyad Initiative. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cela? On va lancer une étude pour voir l'impact de la proposition que nous sommes en train de faire et qui a été adoptée par le gouvernement en l'absence de chiffres donnés au grand public. Alors que justement, l'analyse du besoin et de la nécessité de mettre des frais d'inscription aurait dû être préalable au texte de loi. C'est-à-dire que moi, enfin de la manière dont je suis formée, justement anglo-saxonne, c'est need analysis d'abord. C'est-à-dire qu'on voit combien cette réforme qui va être coûteuse au gouvernement. Financier et peut-être marginal, on ne sait pas. On sait pas et on décide de dire aujourd'hui voilà boum, alors que on a une série de mesures proposées. Pour moi le plus important, et on revient c'est peut-être par des formations professionnelles, le problème ce sont des ressources, mais pas les ressources financières, les ressources humaines. Le problème aujourd'hui de l'éducation, c'est les enseignants. Le vecteur qui transmet le savoir et le vecteur qui pose problème. Ce sont les enseignants, c'est le capital humain qui enseigne qui pose problème, que ce soit au niveau de l'enseignement fondamental ou au niveau de l'université. Il y a un problème d'enseignants. C'est-à-dire que pour moi, ce capital ou ces ressources sont principalement les ressources humaines. Donc, si on me dit qu'il y a des frais d'inscription, comme vous le dites, qui vont servir à couvrir les étudiants de couverture maladie, et qui vont servir à améliorer le système de formation des enseignants, d'accord, mais je ne pense pas que ça soit l'idée. Je ne pense pas que cette réforme se centralise sur le vrai problème qui est les enseignants. Et deuxième point, et j'aimerais peut-être juste, non pas tirer la sonnette d'alarme, mais juste par rapport à l'exemple qu'on prend souvent, qui est l'exemple américain, qui est bien sûr un exemple fascinant. J'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis, et après le premier, bien sûr, coup de foudre qu'on a pour le système anglo-saxon, parce que c'est efficace, parce que ça marche, parce que c'est super, il faut aussi voir le problème du système américain. 30% seulement des personnes qui sont éligibles à étudier sont intégrées dans les études supérieures. Ça, c'est énorme. 2/3 des personnes qui sont en âge d'étudier. C'est toujours mieux que 6%. Bien, juste pour dire qu'aujourd'hui le système américain est sélectif et choisit 2 critères. Pour étudier dans une bonne université américaine, il faut être ou riche ou excellent. Il n'y a pas de voie pour les moyens. Vous n'intégrerez pas une bonne école si vous êtes moyen de par vos compétences intellectuelles et de par vos moyens financiers. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut obtenir? Moi, j'aimerais aussi qu'on réfléchisse au modèle qu'on essaye desquels on essaye de s'inspirer aujourd'hui au Maroc, et d'essayer de vraiment se concentrer sur, et ça je crois que le Conseil l'a très bien fait, par rapport aux valeurs qu'on veut inculquer à l'individu, par rapport à ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on veut, et à partir de là, essayer de s'inspirer des modèles qui arrivent à ça. Mais s'inspirer systématiquement ou de la France, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quoi que ce soit au Maroc, ne justifie ce choix, soit du système américain ne soit justifié. Très bien. Abdelatif Isrou, vice-président chargé des affaires académiques à l'université Hassan II de Casablanca, lançait une proposition adoptée par le gouvernement sans mesure d'impact. Est-ce que pour vous, ça vous paraît logique? Du côté méthodologique, non. Mais du côté nécessité de la chose, oui. Alors, expliquez. Je pense que ce débat a eu lieu en 1999. Et dans la charte, tout le monde était d'accord, syndicats, partis politiques, que la nécessité d'introduction des frais d'inscription était acquise. Pour moi, c'est un débat qui était clos depuis 20 ans.
Maintenant, si vous permettez, on est en train de parler de la problématique de l'enseignement d'une manière générale. Je ne peux me prononcer que sur l'enseignement supérieur. Je vais, disons, simplifier la donne. Au niveau de l'enseignement supérieur public, 80% sont inscrits dans des établissements à accès ouvert et 20% dans des établissements à accès régulier. La responsabilité sociétale de l'université impose que tout tout titulaire d'un baccalauréat trouve une place. Donc la vraie problématique, c'est dans ces 80%. En termes de lauréats, les derniers chiffres, 2016-2017, nous produisons en termes de lauréats 70 000 lauréats des établissements à accès ouvert et 20 000 lauréats à partir des établissements à accès régulier. Est-ce que le marché local peut absorber autant de ressources? Non. Donc la vraie réforme, le vrai effort, la vraie stratégie devrait convertir le maximum des licences fondamentales vers des licences professionnelles. Ça nécessiterait un taux d'encadrement adéquat, ça nécessiterait des ressources pour faire des TP, donc certainement un financement supplémentaire. Mais on ne voudrait pas transformer l'université en centre de formation professionnelle. Il faut que l'université puisse répondre aux besoins de la société. Il y en a deux. D'abord, la licence fondamentale devrait répondre aux besoins de la recherche scientifique, paramètre stratégique pour le Maroc. Secondo, elle doit répondre aux besoins de l'administration marocaine. Et un des secteurs qui connaissent une croissance dans ce sens, c'est le secteur de l'éducation qui connaît une hémorragie en termes de départ. Donc il y a déjà une piste. Le reste doit être converti en licence professionnelle pour répondre aux besoins du marché, bien entendu, avec l'introduction des soft skills, de la communication, des compétences personnelles. C'est un effort à faire dans ce sens. Nous estimons aller à l'université de Casablanca, où nous avons 107 000 étudiants, dont 80 000 sont inscrits aux licences fondamentales. Au moins, nous avons déjà une centaine de licences professionnelles. Il faut au moins 200 licences professionnelles supplémentaires pour pouvoir réduire cet impact et donner plus de chances à nos lauréats. Je pense que la vraie problématique, c'est ceci. Aucun établissement privé, local, sous forme de fonds propres ou de fondations, n'a la possibilité d'absorber tous les bacheliers. Ils ont une sélection et par conséquent, les résultats ils connaissent leur public, donc ils sont responsables du bilan et de la sortie. Nous recevons, monsieur le Président connaît le problème, nous recevons des bacheliers qui ne sont pas motivés, qui n'ont pas de projet, qui ont des problèmes de communication, qui ont des problèmes de maîtrise linguistique, et donc toute la problématique de l'enseignement supérieur, c'est ceci, alors que le reste, les 20%, plus les gens qui font des licences professionnelles, qui font des masters, ils sont intégrés de façon tout à fait normale. Donc réduire l'enseignement supérieur en termes de production à un échec total, je ne pense pas que ce soit vrai, puisque ceux qu'on choisisse, sur lesquels nous avons une responsabilité, connaissent des taux d'insertion qui sont très élevés. Donc s'il y a une réflexion, c'est dans ce secteur, et s'il y a un financement, c'est pour financer ce genre Donc si les recettes générées par les frais d'inscription, nous on a fait une petite étude à partir des déclarations, des fiches d'inscription. Nous estimons qu'on a 60% en moyenne ont le potentiel de payer des frais d'inscription qui ne peuvent pas dépasser les 2000 dirhams par an. Ce qui générait pour nous 60 000 étudiants à peu près. Ça fait 12 millions de dirhams. Ce n'est pas rien, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est symbolique qui donnerait le droit à ces familles d'avoir le droit de regard, d'avoir une application qui est... C'est plus du symbolique que... mais le vrai problème de financement est posé. Il faut que tout le monde, les opérateurs, mettent la main à la poche. Abdeltaf Amiraoui, vous voulez réagir, président de l'université Qadélia de Marrakech. Oui, j'aimerais qu'on resitue le débat, parce que je pense que l'opinion publique a besoin vraiment d'être j'allais dire, éclairée. On a dit beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait justes. D'abord, en ce qui concerne le financement, je crois que vous l'avez introduit sous forme d'éducation, mais si je reviens juste à l'université, il faudrait qu'on recadre. Non, mais de toute façon, c'est surtout l'université. Si je prends l'université... Le projet qui est présenté, c'est une partie du lycée, voilà, et surtout l'université. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir cette confusion, ouais, mais c'est surtout, on va dire, l'université à 80%. Voilà, donc les études supérieures. Voilà, donc si on se concentre sur ça, je vais vous donner des chiffres qui contredisent complètement ce que vous venez de dire. L'université aujourd'hui, je prends la mienne, c'est à peu près la même chose. Si vous prenez Casablanca ou Rabat, en gros, les universités qui ont le même nombre d'étudiants et à peu près le même financement, même s'ils en ont plus que moi, mais c'est historique.
Si je prends le coût d'un étudiant par année, je vous donne simplement entre levée de fonds et entre budget subvention et entre les salaires. Donc je calcule le total, je schématise, je ne veux pas rentrer dans les détails, je dis qu'une université comme la mienne, ça coûte à peu près 1 milliard de dirhams par année. Vous divisez par 100 000 étudiants. Je vous laisse faire le calcul tout seul, ça fait 10 000 dirhams. Donc, ramenons les choses à leur juste valeur. Lorsque je dis 10 000 dirhams, ça ne vous dira pas grand-chose. Lorsque je compare à la Turquie, c'est 15 000 dollars. Donc, c'est 15 fois plus. Si je prends l'Espagne, c'est 15 fois plus. Et la France, on est à peu près au même chiffre. Les États-Unis, j'en parle pas. Donc, il faudrait tout intégrer. Il faut intégrer les salaires, il faut intégrer les subventions. Et voilà, la situation, elle est ce qu'elle est. Si je vous dis 10 000 dirhams pour j'allais dire la moyenne de l'université, ça veut dire que quand je vais encore rentrer à l'intérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le coût à la fac de médecine, c'est plus de 50 000 dirhams. Et si je vais aller à la fac de droit ou à la fac des lettres, je suis à 6-7 000 dirhams. Voilà quelque chose de concret. Comparons-le à une université du Sud, à l'Afrique du Sud, parce que moi je ne vais pas me comparer, j'allais dire, à d'autres pays qui sont moins lotis que nous, mais je me compare à quand je fais de la compétition dans le ranking, je regarde l'Afrique du Sud, je regarde la Turquie, je regarde un certain nombre de pays que je trouve peut-être qu'ils vont nous permettre d'avoir une émulation. Voici les chiffres. Aujourd'hui, et je pense que Mme Mounib tout à l'heure a parlé à juste titre, lorsqu'on payait les frais d'inscription dans les universités françaises, il y a l'accompagnement sur le plan médical, il y a l'accompagnement sur le plan para-universitaire, etc. Il y a un certain nombre d'actions que ces frais d'inscription permettent en quelque sorte un peu de soutenir l'activité de l'étudiant. Aujourd'hui, au Maroc, on n'en a pas. Il n'y a pas de para-universitaire. Qu'est-ce qui discrimine un jeune aujourd'hui au Maroc? Ce qui les discrimine, c'est les langues et c'est tout ce qui est compétences transversales, tout ce qui est savoir-être, savoir-vivre, j'appelle soft skills. On les a introduits à l'université Qadiaet pour la première fois dans l'histoire de l'université marocaine. Et tout ça, c'est au détriment d'autres actions, parce qu'on a redéployé les financements pour les mettre. Et donc voilà, on essaye de répondre à ces questions. C'est pour ça que les jeunes, quand il a un diplôme, on le voit dans notre environnement familial, dans notre environnement, parce qu'on est tous issus de familles modestes, ben, il dit j'ai le diplôme, mais personne ne veut me prendre. Et ils ne savent pas aligner deux phrases, ni en arabe, ni en français, ni en anglais. Et les entreprises nous le disent toutes. Elles nous disent, vos enfants, ils savent peut-être la partie scientifique, mais ils n'arrivent pas à discuter, ils n'arrivent pas à s'ouvrir, à écrire un rapport, à faire un compte-rendu, etc. Donc, voilà des actions concrètes. Ici, vraiment, il y a une participation. Si vraiment il y a des frais d'inscription, je pense qu'on pourrait même en discuter au sein des universités pour dire, voici les actions concrètes qu'il faudrait faire, qu'il faudrait remonter le niveau des étudiants dans les langues, dans les soft skills, dans le para-universitaire. Vous comprenez que pour le commun des Marocains, quand on leur explique pas cela, comme vous venez de le faire, ils sont un peu relativement méfiants par rapport à ce que propose le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, vous allez payer des frais, mais l'argent, comment est-ce qu'il va être dispatché? On ne sait pas, on ne sait rien. En fait, on ne sait absolument rien du tout. Non, mais je pense aussi que c'est un peu déconcertant pour le commun des mortels. Je pense que sincèrement, je suis rentré au Maroc depuis 2011 et je trouve qu'on profite de ce sujet qui, sur le plan politique, sur le plan débat, etc., où on ne devrait pas avoir de discussion. On sait que notre système d'éducation, notre système de formation... Excusez-moi, mais vous dénoncez par exemple l'action des syndicalistes qui ont participé à la vision 2015-2030 dans les débats et qui par la suite aujourd'hui demandent aux gens d'aller manifester dans la rue pour justement secouer le gouvernement par rapport à cette loin de moi de la gratuité supposée. Non, loin de moi de dénoncer quiconque, mais je vous approuvez alors? Non, mais chacun a ses opinions, mais je dis simplement, au bout du compte, il faudrait expliquer à l'opinion publique de quoi s'agit-il. Je disais tout à l'heure, sous forme d'équité, on est en train de faire de l'inéquité. Les enfants pauvres n'arrivent pas à la fac de médecine. Les enfants dont les parents sont pauvres, parce qu'il n'y a pas d'enfants pauvres. Il n'y a pas d'enfants pauvres. Non, pardon, de familles pauvres, voilà. De familles modestes, oui. Ils n'ont plus la chance de pouvoir accéder. Et je pense que c'est ce débat-là qu'on devrait avoir. Mais je voudrais quand même signaler quelque chose, parce que tout à l'heure, on a dit que l'étude financière dans le Conseil supérieur, j'en fais partie, mais je suis là à titre de président d'université, elle a déjà été faite, mais X fois. Elle a été faite d'abord dans la charte des années 2000, elle a été faite par l'INDH, elle a été faite... Toutes les études nous donnent ces chiffres-là, sauf si on veut être aveugle de ne pas regarder la réalité. Mais la vraie réalité aujourd'hui, tout à l'heure, mon collègue, il a parlé de familles qui peuvent éventuellement participer. De quoi parle-t-on? On est en train de parler, vous savez que dans l'université marocaine aujourd'hui, l'étudiant paye 0.
Ils ne payent même pas. Je numérise mon université. La carte d'étudiant, c'est pris sur les frais le budget de fonctionnement. Entre-temps, on ne fait pas le reste. Entre-temps, il faut qu'on mette à disposition les ordinateurs pour que les jeunes puissent aussi devenir numériques dans ce monde digital. Aujourd'hui, le Maroc, il traverse des moments, comme tous les pays émergents, on doit préparer 2030. 60% des emplois vont disparaître, vont changer de forme. Et qu'il faut maintenant qu'on puisse souder les coudes tous, et je pense que l'opinion publique, et je pense que les intervenants sur le plan politique, sur le plan social, doivent absolument trouver un juste milieu pour ne pas, j'allais dire un peu, débattre de questions qui ne représentent pas le fond. Le fond, aujourd'hui, c'est que nous avons 80% des étudiants qui sont dans les universités et qui posent des difficultés parce qu'ils cumulent un certain nombre de faiblesses depuis le début de leur scolarité, particulièrement dans les langues, particulièrement dans le savoir-être, le savoir-vivre, dans le sport, dans les activités musicales, et qu'aujourd'hui on sait très bien que ça a une influence. D'ailleurs, on peut juste juger avec nos enfants quand on regarde les choses concrètement. Et puis on avait évoqué le cas des Américains. Bon, il faut nuancer un peu les choses. Les Américains, ils ont un autre système, et nous, on en a un autre. On a choisi plutôt l'inverse. Quand on parle du privé aujourd'hui, même les chiffres aussi sont faux, 5% de l'enseignement supérieur est dans le privé. 5%. 80% de tout le potentiel de fonctionnaires, de salariés, ça vient du public. Il faut relativiser tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'université publique est menacée. Elle est menacée, et je pèse mes mots lorsque je regarde maintenant, on donne l'équivalence, on donne plutôt la reconnaissance des diplômes dans le privé, et je pense qu'on est en train de mentir à ces jeunes que nous avons dans le public, que de leur dire circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et si le statu quo, il est mortel pour l'université publique aujourd'hui, et je le dis très clairement, je le dis dans toutes les représentations où je suis, à la CNACES et ailleurs, je dis qu'il faut qu'on s'occupe de l'université publique. Bien évidemment, il faut les financements, mais il n'y a pas que les financements. Il y a aussi un certain nombre de leviers qu'il faut encore essayer de faire lever, de telle sorte de pouvoir laisser l'université se développer. Et je pense qu'on la laissera se développer si on arrive à donner un peu tout ça. Je donne juste un chiffre. Une université comme la mienne, c'est 100 000 étudiants. Imaginons juste que tous les étudiants paieraient 1000 dirhams, je dirais pas 2000, même 500 dirhams. Ça fait 50 millions de dirhams. On peut s'entendre, on peut se dire, tiens, ce financement-là n'ira qu'à l'étudiant. On est à but non lucratif. De toute façon, on le prend là et puis on le remet là. Et il n'ira que pour développer la vie de l'étudiant. Par exemple, on pourrait, mettre... Excusez-moi, mais il faudrait peut-être, et c'est vraiment une question d'un néophyte, mais il faudrait que les universités puissent aussi atteindre une masse critique, je veux dire, en termes d'étudiants, pour que ce calcul puisse se faire. Je ne suis pas sûr que sur les 12 universités... On a tous... la plus petite université... À un moment donné, je me rappelle que le ministre de l'Enseignement supérieur avait parlé de massification et donc de jumelage d'universités, de rassembler les universités en une, au niveau de, par exemple, la région de Casablanca, Rabat, etc., et de sorte à ne voir qu'une seule université avec une grande masse d'étudiants qui permettrait justement de doper le budget de la recherche, etc. Non, mais aujourd'hui, les universités marocaines, elles sont dimensionnées. La plus faible, la plus petite université, elles sont aux alentours de 20 000, 25 000. La plus petite. Et les grosses sont aux alentours de 100 000. Voilà. Donc on a une taille aujourd'hui qui permet d'avoir vraiment une masse critique de telle sorte de pouvoir réagir. Mais j'aimerais juste qu'on dépassionne le débat, parce qu'il s'agit simplement de frais d'inscription. Et je termine ce que je voulais dire. C'était, si par exemple on met 1000 dirhams ou même 500 dirhams, ça fait 50 millions. Si je fais 500 dirhams, la masse de 200 000 étudiants, on peut réaliser des choses qu'on ne pourrait pas réaliser. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des étudiants. Nous, on ouvre les amphis et les salles, libre-service avec les ordinateurs, le soir tard, jusqu'à minuit. Les étudiants n'ont pas les moyens de pouvoir avoir l'Internet, etc. On a mis le Wi-Fi généralisé à l'échelle de l'université. Alors tout ça, on a réussi à avoir des financements, j'allais dire par Microsoft, par d'autres biais, mais on a besoin de pouvoir donner toutes les possibilités à un jeune qui rentre chez nous. Il rentre chez nous à 18 ans, il sort à 25 ans. Il faut lui donner des activités pour qu'il devienne citoyen. Et l'université n'est pas simplement un diplôme. Le diplôme est nécessaire, il n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à construire des personnalités, des citoyens capables de raisonner, capables de se défendre. Aujourd'hui, dans l'opinion publique, ce débat, il peut éventuellement les tromper. C'est parce qu'ils n'ont pas tous la mesure de pouvoir
le sentir et le discuter. Et moi, je dis souvent aux jeunes étudiants, quand je les vois, je leur dis, méfiez-vous des débats stériles et des débats qui sont, j'allais dire, à l'emporte-pièce. C'est bon, et il ne faut pas ouvrir cette vanne. Je crois que beaucoup de gens ont peur qu'on ouvre la vanne de participer au financement. Ils se disent, ils vont ouvrir, donc du coup, donc ça y est, ils vont se lancer. Alors que c'est pas vrai. Il s'agit simplement de pouvoir participer avec quelque chose, et pas tous. Je dis même qu'il faut qu'on vous expliquer que ce discours que vous êtes en train de faire un porter... débat à deux, s'il te plaît, parce que c'est... Peut-être, Melawi, comment est-ce que vous expliquez que ce discours que vous portez n'est pas véritablement partagé par exemple, justement, Nabila Mounib et la Fédération de gauche? Comment vous expliquez cela? Non, je partage pas. Moi, je suis de gauche aussi. Je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je considère qu'on devrait tous unis pour vraiment sauver l'université publique. Nabila Mounib, membre du secrétariat national de la Fédération de gauche démocratique. Bon, je rebondis sur cette dernière phrase de M. Melawi, parce qu'il faudrait qu'on se mette tous autour d'une table, autour d'une table, il faut un débat public généralisé avec des gens qui sont responsables, parce que c'est la question. Si Michel Serres, l'un des plus grands penseurs actuels, dit que dans les pays en développement, ce n'est pas un problème économique surtout, mais surtout un problème d'échec éducatif, il a raison, et d'autres avec lui. Et nous aussi, nous sommes convaincus. Nous savons aujourd'hui que les familles marocaines ont perdu confiance dans l'école. Aujourd'hui, elles sont en train de perdre confiance dans l'université, parce qu'au lieu de former les jeunes, on est en train de les déformer, parce qu'on n'a pas mis les moyens, etc. Que faut-il faire? L'État marocain est en échec devant son système éducatif. Quel est le problème? Est-ce que c'est juste un problème d'argent qu'il faut aller chercher? Moi, je dis non. Pourquoi? Ce n'est pas juste un problème de budget, mais c'est un problème d'incompétence. Nous avons beaucoup de gens qui sont au gouvernement, qui ne savent pas monter de projets, qui ne savent pas les exécuter, qui ne savent pas faire le suivi. Et je sais, et là je parle devant M. Hirzo, qui est vice-président de l'université Hassan II, dans laquelle j'ai été pendant plus de 10 ans, responsable et élu au niveau du conseil de l'université, on ne sait pas dépenser plus de 30% du budget. Et quand il y a eu la charte nationale, la charte de l'enseignement, ensuite il y a eu le programme d'urgence avec 41 milliards de dirhams, eh bien cet argent, où est-ce qu'il est parti? Quand il y a eu le mouvement du 20 février, on a pris l'argent au niveau des universités pour calmer un peu les syndicats, etc., pour éviter de faire ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut créer le climat favorable. Quel est ce climat? Il faut créer les bases de l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui font de la politique. Vous imaginez bien qu'ils vont vouloir encourager des fondations à but non lucratif qui n'ont rien à voir avec la démocratie, alors que nous, on se bat pour élire les présidents, pour élire les doyens, pour leur demander des comptes, pour qu'on ait des gens responsables et compétents à la tête. Qu'allons-nous avoir justement à ce niveau-là? Donc, on veut que les bases de l'état de droit, et ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est fondamental quand on demande ça. Autre chose... Mais le modèle des universités à but, des fondations à but non lucratif, c'est quand même un modèle que les pays les plus avancés en termes de démocratie adoptent et qui semble réussir. Oui, mais nous, on n'est pas avancé en termes de démocratie, ni en termes d'éducation. Ça ne serait pas un premier pas, justement? Non, pas du tout. Nous savons que l'université marocaine publique a donné des élites à ce pays. Et nous en faisons partie, nous sommes fiers. Et aujourd'hui, on tape sur cette université. Et ce n'est pas normal. Autre chose, moi je dis que l'État marocain est en train de suivre les dictats de la Banque mondiale. On sait qu'elle est responsable. Mais ce n'est pas tout le problème. Moi je dis que le problème, c'est que l'État marocain doit changer vers la vraie démocratisation. Quand l'État marocain parle de régionalisation, c'est très important. Les régions demain pourraient avoir un rôle à jouer dans la formation. Mais quand on voit que des rapports nous disent que la plupart de nos élus sont analphabètes, qui n'ont aucun moyen, comment pourront-ils demain justement? Alors quand on parle justement de la question du capital humain, c'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois que 10 000 jeunes formés qui devait rentrer dans la fonction publique, et entre parenthèses, s'il faut parler de chiffres, on va parler de chiffres, parce que la moyenne d'encadrement administratif dans le monde, elle est de 70 pour 1000. Au Maroc, elle est de 19 pour 1000. Donc nous avons besoin de gens dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces 10 000 jeunes? On les a bastonnés et on a introduit dans l'enseignement des jeunes qui n'avaient aucune formation, aucun niveau. Et est-ce que c'est comme ça qu'on essaie de réformer? Donc moi je dis qu'aujourd'hui, pour chercher l'argent, nous avons laissé faire au niveau des universités et démarrer des formations continues payantes, où je vois des enseignants toucher des chèques de millions et les mettre dans leur poche. Rien n'a été régulé. Pas chez nous, madame. Pas chez vous, mais quelque part, je les ai vus. Vous pouvez dénoncer, peut-être.
Ben oui, il y en a plein. Ben, il faut faire une enquête. Moi, j'appelle. Bon, il y a le Conseil supérieur, il faut qu'il fasse son enquête. Donc, il y a énormément d'argent par le biais de ces formations continues. Pourquoi cet argent n'irait pas pour renforcer les formations fondamentales? Moi, quand j'ai intégré l'université, j'avais 25 ans et j'assumais 16 TP en première année. Aujourd'hui, on n'en fait aucun parce qu'on n'a plus de moyens, on n'a pas de matériel. Donc, en fait, notre formation, elle devient de plus en plus faible et en échec. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Parce que les jeunes, quand ils arrivent à l'université, par exemple, moi j'enseigne à l'université, à la faculté des sciences, ils ont reçu un enseignement en arabe, ils arrivent. Là, c'est le qui va. Et c'est pas leur problème. Qui a peur de l'intelligentsia? Qui a peur d'avoir des jeunes formés qui vont demain diriger le pays? C'est ça notre grande question. Ce n'est pas celle d'aller chercher de l'argent. Où va la fortune? C'est une question qui a été posée en haut lieu. Il faut la reposer. Il y a des moyens. On peut trouver les moyens pour financer, justement, quand on tape sur les doigts de ceux qui jouent avec les deniers publics. Donc moi, je dis que ce qu'il faut faire, c'est que pour que notre université puisse relever la tête, il faut absolument arrêter de taper sur la fonction publique. Nous avons besoin de postes budgétaires. Ils ne remplacent même pas les départs à la retraite. Nous avons des enseignants-chercheurs d'une très très grande qualité qui aujourd'hui vont partir dans les 5 ans prochains et on ne fait rien. On intègre ce qu'on appelle des vacataires qui n'en ont rien à faire de l'université parce qu'ils ne font pas de recherche. Ça fait 1000 ans qu'on demande 1% du PIB marocain pour la recherche scientifique alors que nous avons nos scientifiques qui partent. Et là, c'est une hémorragie très très grave quand on laisse partir des gens. Qu'est-ce qu'on veut en fait quand ces jeunes arrivent, qu'ils soient formés en arabe ou en français ou en amazigh? Il faut qu'ils puissent développer l'esprit critique. Il faut qu'ils puissent avoir une culture générale. Il faut qu'ils puissent avoir accès à des activités dont a parlé Melawi. Aujourd'hui, nos jeunes, il y a une inégalité sociale, mais alors là, terrible et horrible. Et c'est à ça qu'il faut. Et quand on tape justement sur le syndicat des enseignants, des étudiants, l'Union nationale des étudiants marocains, moi je pense que l'État marzénien a gagné la bataille quand il a cassé l'UNEM et quand il a tapé sur les partis qui avaient un projet de société, un projet de justice sociale. Parce que c'est facile de dire l'équité, tout ça dans l'air. Mais l'équité, il faut des responsables qui soient eux-mêmes honnêtes, compétents, qui puissent justement avoir les mains libres. En parlant d'honnêteté, non, mais il faut avoir les mains libres, il faut avoir le pouvoir, il faut avoir une partie de pouvoir pour appliquer un projet. Oui, vous parlez d'honnêteté, mais en parlant d'honnêteté, justement, j'en reviens à cette question. Lorsque on a mis en place la stratégie 2015, ou plutôt la vision 2015-2030, les syndicats étaient d'accord. Ils ont participé au débat. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils retournent un petit peu leur veste et demandent aux gens de sortir dans la rue pour manifester? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois on peut comprendre que c'est pas tout à fait honnête, entre guillemets, si on peut dire? Moi, je pense que quand même, on a tapé sur les syndicats. Aujourd'hui, les syndicats ne sont plus ce qu'ils étaient. Auparavant, quand ils arrêtaient toute activité au niveau du pays pour essayer d'imposer quelque chose, parce que vous savez très bien que la lutte dans la rue, ça se fait dans les pays démocratiques et partout, c'est un droit qui est garanti aujourd'hui par la Constitution, mais qui n'est pas respecté. Donc moi, je dis que les syndicats, ils sont représentés certes dans le Conseil supérieur de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Ils n'ont pas crié au scandale. Hein. Eh ben, il y en a quelques-uns. Quand ils reviennent vers leur base, ils leur disent attention, vous vous êtes fait avoir, peut-être qu'en débattant, on va faire ceci, on va faire cela, les gens, ils ont envie que ça se passe. Mais peut-être que des fois, ils ne sont pas au courant. Mais moi, ce que je sais, c'est que le syndicat national de l'enseignement supérieur, il n'a jamais été d'accord. Il a été très vigilant, même s'il est présent. Bien sûr, quand tu es et en même temps, non seulement mais ils ont élaboré tout un document avec les détails de comment est-ce qu'il faut faire pour justement mettre à niveau notre université marocaine, comment réhabiliter l'université en créant des postes, en qualifiant l'enseignant, en changeant les programmes et en mettant au centre véritablement l'étudiant, cet apprenant qui est aujourd'hui, qui subit tous les malheurs de cette société inégalitaire. Mohamed Darabi, doyen directeur de TBS Campus Casablanca, l'une des pistes qui est posée aujourd'hui sur la table aussi, c'est ce modèle d'université qui aurait le statut de fondation à but non lucratif. Pourquoi est-ce que, pour vous, ça serait une solution, par exemple, pour essayer de booster, on va dire, un peu plus l'université marocaine et pour essayer de dépasser cette crise actuelle? Mohamed Darabi. Alors, moi, je voudrais revenir à l'université d'abord publique, et je vais dire, nul n'est tenu à l'impossible. Vous avez beaucoup de monde dans les facultés à accès ouvert, les collègues, ils font ce qu'ils peuvent, ils vont se débattre pour maximiser le output sur les étudiants, la qualité des étudiants, mais il
il faut pas se leurrer, la qualité, ça coûte de l'argent. La qualité, c'est coûteux. Là, pour dire que j'ai un étudiant ingénieur, tel que décrit par le président Merawi, qui a des soft skills, des technical skills, des subject skills, etc., c'est un ensemble. On ne peut pas le dissocier et dire, voilà, ça va coûter tant. Effectivement, le coût de la production, je dis bien production, parce que les étudiants, c'est de la production. On est en train de produire pour le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, c'est le client. Mon collègue de l'université Hassan II, le vice-président, disait tout à l'heure qu'il y a des étudiants qui vont sortir et peut-être le marché de l'emploi ne va pas les absorber. Mais justement, c'est pas d'abord le marché de l'emploi et ensuite formation. C'est nous provoquons le marché de l'emploi. Nous lui disons que nous avons des techniciens spécialisés dans tel et tel domaine. Venez ouvrir des business dans ce style. Ça a été... On ne peut pas dire parce que le tissu économique il est ce qu'il est, ah ben je vais produire selon le tissu économique. Non, il faut être l'université a été toujours pionnière de la production de l'emploi de demain, pas l'emploi d'aujourd'hui. Et effectivement, l'université, M. Merawi l'a dit, il y a des métiers qui vont disparaître. Même en 2000, on n'entendait pas des métiers de digital marketing. Il n'y avait pas de digital marketing, il n'y avait pas des techniciens spécialisés dans tel domaine. Aujourd'hui, il y a des métiers qui vont disparaître, de nouveaux métiers qui vont apparaître. J'ai la chance d'être avec les accréditations EQUIS et je visite un peu, j'audite des programmes académiques, je donne des accréditations sur la base de EQUIS, je travaille aussi avec CSB. Quand je voyage et je choisis là où je vais aller, je découvre des choses intéressantes. Alors, le dénominateur commun de toutes ces institutions qui vont être accréditées à l'international dans les classements, c'est d'abord l'environnement institutionnel dans lequel ils travaillent. Il est important de mettre en place un environnement institutionnel. C'est le chapitre 1 des accréditations internationales. Vous n'avez pas un bon environnement institutionnel. Et, Madame Monib le disait, l'enseignant est au cœur de cet environnement institutionnel. Il fait partie intégrante. C'est pas une ressource, c'est un asset, c'est un actif. Il n'est pas un salarié. Non, c'est considéré. Par exemple, quand on regarde les programmes académiques des universités à qui on va donner des accréditations internationales, ou des business schools, je suis spécialiste d'abord des business schools, on regarde le faculty management, comment sont gérés les professeurs, comment ils sont évalués, comment ils sont promus, comment ils sont développés. Une institution dans laquelle, parce que nous on a enseignants universitaires, mais on n'a jamais été enseigné comment enseigner. On nous a jamais dit, voilà, vous avez un doctorat, on le met devant des étudiants, allez-y, vous savez parler de quoi, de ce que vous avez vu dans votre recherche, doctorat, eh ben, normalement vous êtes capable d'enseigner. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'enseignement a totalement changé. Métamorphose totale. Vous avez des étudiants devant vous qui ont la connaissance devant leur PC, smartphone, et ils peuvent vous contredire immédiatement. Vous dire non, monsieur, ce que vous dites, c'est pas vrai parce que là, etc. Donc, est-ce que nous avons formé nos professeurs? Est-ce que nous avons été suffisamment prêts pour que cette nouvelle génération interagisse avec la connaissance qu'on lui donne? Bon, je résume pour répondre rapidement à votre question. Non-for-profit organization or universities. Pourquoi je dis que on doit donner la chance pour que une interaction se crée entre des institutions qui ont l'objectif. Moi, je représente Toulouse Business School. Toulouse Business School, c'est un établissement qui a été établi par les chambres de commerce, d'industrie de Toulouse. Donc, le tissu économique, il a décidé de mettre en place une institution. Et cette institution même va lui produire des lauréats qui vont travailler dans les entreprises qui composent la région de l'Occitanie, la région de Toulouse. Et le même modèle a été déplacé en Barcelone, avec un campus à Barcelone, à Londres, à Paris, maintenant Casablanca. Le plus important dans ça, c'est que notre statut ne nous permet pas de verser des dividendes. Tout l'argent qui est reçu est financé totalement dans l'étudiant. C'est-à-dire que nous n'avons à but lucratif, ça veut dire que je suis une institution qui est capable de prendre l'argent, une somme d'argent, et de l'investir de façon très
pertinente. Pourquoi je dis pertinente? Parce que j'ai des accréditations internationales qui vont me dire vous pouvez le faire de cette façon. Quand on parle de design of program, la conception d'un programme, on ne peut pas le faire en bureau, hein, il faut le faire avec du benchmarking. Et vous devez avoir tous les standards mis en place pour pouvoir obtenir ces accréditations internationales. Donc moi je pense que ça ne remplacera pas la gratuité ni le paiement des universités publiques, mais c'est une possibilité où les institutions peuvent travailler ensemble dans un écosystème. Tout le monde peut travailler dans le but de créer de l'impact chez l'étudiant et l'impact surtout de l'échange avec les professeurs. Une institution internationale accréditée à l'international, elle fait de la recherche, elle peut rayonner par la recherche. Un professeur qui fait de la recherche... C'est le cas aussi d'autres écoles ici au Maroc, notamment Centrale. Je pense oui, Centrale aussi est basée sur le même Centrale Paris et d'autres. Moi, je pense que c'est des actions très louables. C'est des actions qui vont permettre de réduire le nombre, de minimiser les personnes qui vont aller dans les établissements à accès ouvert, parce qu'il y aurait beaucoup plus de place dans les établissements à accès régulé, donc il y aurait beaucoup plus d'opportunités. La médecine aussi, vous savez combien ça coûte la formation d'un médecin, ça coûte très cher en termes d'équipement. Il faut, le privé tout court ne peut pas faire ce genre de financement. Je finis rapidement par un point très important, parlant de la recherche. Pourquoi la recherche est très important et il faut la maintenir? Parce qu'un professeur qui fait de la recherche, c'est un professeur qui va partager cette recherche avec ses étudiants, même avant sa publication. Donc les étudiants qu'il a, ils auront toujours un point d'avance sur les autres étudiants, d'où leur chance d'employabilité. Au Maroc, le chômage, vous le savez, c'est décorrélé avec le diplôme. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes confronté, sur les 1,3 million, sur les 1,3 million, vous êtes exposé. Ouais, juste un chiffre pour donner, apporter de l'eau à votre moulin. Sur les 1,3 million que nous avons de chômeurs, pratiquement 1 million sont des diplômés. Tout à fait. Donc il y a effectivement ce problème. Hanan Cherkaoui, team leader du pôle éducation au sein de Tariq Ben Ziad Initiative, sur cette proposition aujourd'hui de fondation à but non lucratif. Concrètement, pour vous, ça répond à quel problème? Je pense que ça répond au problème, comme l'a dit M. Darabi, d'un petit peu une soupape d'aération pour le système public. Mais est-ce qu'elle jouera vraiment son rôle? Parce que les frais d'inscription et de scolarité seront très élevés. Donc on reste sur des établissements qui ne seront ouverts qu'à une minorité vraiment. Des systèmes de bourse, hein, ça vous. En France, par exemple, j'ai fait j'ai vu un petit peu ce qui se passait là-bas. C'est à peu près 20% de bourse obligatoire. Donc 20%, ça reste quand même intéressant, mais on peut critiquer quand même, parce que ce n'est que 20% après. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a une large représentation des business schools, et je crois qu'aujourd'hui au Maroc, nous n'avons pas uniquement besoin, c'est très très bien qu'il y ait des business schools, mais on a aussi besoin de médecins, d'architectes, d'artisans, de managers du système public, etc., etc. Donc fondation peut-être, mais avec une grande diversification des secteurs où ces personnes-là seront formées. J'aimerais aussi signaler que le fait d'avoir non-profit ne veut pas forcément dire que les étudiants ne vont rien payer, parce que j'ai eu la chance d'être dans une université publique américaine. Je payais des droits d'inscription de scolarité très élevés, parce que il y a toujours des dépenses de fonctionnement qui sont on va dire, encourues par l'établissement. Mais le système américain étant ce qu'il est, la recherche est financée de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il y a des grants, il y a des projets de recherche qui sont soumis au niveau national, pour lequel toutes les universités proposent des projets. Les plus compétitifs sont ceux qui gagnent. Et ça, je pense que c'est vraiment ça ce qu'on doit soumettre comme idée de financement de la recherche au niveau public marocain. C'est ce système de financement indirect. C'est-à-dire qu'on ne donne pas automatiquement les fonds, mais on les laisse aux personnes qui vont soumettre les projets les plus intéressants. Vous avez parlé de niche tout à l'heure. Il y a des établissements au Maroc qui font du très très bon travail. Je cite par exemple l'Institut agronomique. Il y a des choses de pointe par rapport à la recherche internationale dans le domaine. Le problème qui se pose est l'accès des étudiants aux conférences internationales, de par le manque de formation en statistique et en langue anglaise. Donc on a beaucoup de ressources qui n'ont peut-être pas accès à la recherche internationale. Pour moi, pour quelque chose qui est secondaire, c'est pas ça le plus important. Ils ont la recherche,
Ils font leur devoir, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à projeter leur recherche sur le plan international. Et le Maroc n'apparaît pas dans les classements parce qu'on ne peut pas projeter notre recherche. Donc, il y a des niches d'excellence sur lesquelles il faut se pencher. Et voilà. Altef Isrou, vice-président chargé des affaires académiques à l'université Hassan II de Casablanca. Oui, je pense que le fait d'avoir, de toute façon, le Maroc est tenu de respecter sa décision d'adhérer à l'OMC qui stipule la libéralisation du secteur de l'éducation, entre autres. Mais ça veut dire que l'État ne peut plus réguler, c'est-à-dire qu'on laisse les choses se faire d'une manière ou d'une autre, c'est le marché qui régule. Oui. Lorsqu'on dit... c'est vraiment un système libéral. C'est le marché. Oui. Parce que la fondation par fondation, il y a quand même un coût, à l'exception des 20% qui sont boursiers, mais c'est un financement de l'État marocain. Ce n'est pas un financement propre de l'école. Donc il y a une subvention qui est donnée à condition, bien entendu, de répondre à la vérification de 20% des étudiants qui sont nécessiteux, qui sont brillants, qui vérifient les prérequis, mais qui sont boursiers. Donc ce n'est pas l'institution qui donne, c'est l'État marocain. Abstraction faite de ça, la capacité, les clients potentiels du marché marocain sont limités. Donc ça veut dire qu'à terme, on atteindra les 8, 9, 10% au niveau de l'enseignement supérieur, pas plus. Donc ça veut dire que l'enseignement, le reste, c'est de l'enseignement public. Donc il va falloir garantir les leviers pour l'enseignement public. Ils sont à mon niveau, à 3 niveaux. D'abord en termes de gouvernance. La loi 0100 stipule l'autonomie de l'université. En fait, cette autonomie, elle est très partielle. Il va falloir donc compléter l'autonomie, notamment au niveau de l'autonomie financière et l'autonomie administrative qui nous bloque, même en cas de recettes propres et d'efforts des enseignants, les enseignantes, que ce soit dans le cadre de la formation continue qui est contrôlée et régulée, ou que ce soit au niveau de la recherche scientifique à travers les contrats financés. Donc en termes d'autonomie, il faut réguler l'autonomie et aller vers plus d'autonomie, c'est une richesse. Deuxième chose, c'est que toutes les recettes faites par l'université sont contrôlées et régies par un conseil d'université qui régit en tant que conseil d'administration. Ce sont les élus, les enseignants, les administratifs, les représentants des étudiants qui décident du futur et de la faisabilité de ce budget. Deuxième levier, c'est la diversification de l'offre de formation. On est quand vous dites, excusez-moi, Altef Isrou, quand vous dites c'est à l'université quelque part de gérer ses propres ressources, parce que pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire, là tout à l'heure, Nabil Amouni disait mais on n'arrive pas à gérer un budget au-delà de... Non, ça c'est le blocage du contrôle financier, parce qu'il y a un contrôle financier. Nous avons des difficultés en termes de gestion, en termes de compétences administratives, mais nous avons surtout un blocage au niveau du contrôle financier. L'aspect administratif aussi, lorsqu'on lance un concours, il est régi et centralisé au niveau du ministère. L'opération prend en moyenne 6 mois, alors qu'un établissement privé ou à fondation, lui, il sort la décision tout de suite et recrute. Donc nous perdons beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, et souvent on se retrouve avec des candidats qui sont moins bons que ceux qu'on aurait aimés. Donc c'est l'aspect gouvernance, l'aspect diversification. Là, je donnerai un exemple très petit. Nous avons des écoles marocaines d'ingénieurs qui, dans le potentiel, dont les clients sont 90%, c'est les lauréats des concours nationaux. Chaque année, l'attractivité des écoles dépend, bien entendu, de la renommée de l'école. Nous avons l'école Mohamedi qui se classe premier, c'est l'école HTP. Donc là, le marché régule. C'est dans ce sens que je disais, lorsqu'on offre 70 000 licenciés dans le marché, le besoin n'est pas forcément bon pour les 70. Si on avait disséqué ces 70 000 en séquelles de 5 000, 6 000, que peut-être en termes de compétences, en termes de faisabilité, et d'ailleurs, nous ne formons pas à des métiers, nous formons à des domaines de métiers avec des aptitudes et des compétences à faire valoir pour que le lauréat puisse s'actualiser et s'acclimater avec la nouvelle. Donc l'aspect diversification de l'offre de formation est nécessaire et on a besoin surtout pour ces 80 la licence fondamentale de diversifier des formations, et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Troisième, c'est que c'est un puzzle global. L'éducation influe. On reçoit des bacheliers qui subissent une formation préscolaire, scolaire, qui nécessite bien entendu une liaison directe entre le supérieur et le secondaire et le primaire. Jamais dans la politique marocaine, on a eu un seul ministère qui avait une seule vision de la chose. C'est un puzzle global. Et donc il va falloir communiquer autour des jeunes, parce que les jeunes, pour eux, s'inscrire à la fac de lettres ou la fac de droit, c'est une perte de temps. Donc d'office,
d'office, la sanction tombe et on a une attractivité qui est moindre. Alors que les facs de lettres, les facs de droit et les facs des sciences offrent des possibilités aussi bonnes à travers les passerelles, d'aller réintégrer les écoles d'ingénieurs, de faire de la pharmacie. Il y a beaucoup de passerelles qui sont intéressantes, donc il va falloir donc communiquer et participer au puzzle éducatif global. Abdelrafour, membre du Conseil supérieur de l'éducation, vous voulez réagir? J'aimerais rebondir sur l'intervention de Mme Bouni, qui a insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur l'élève, mettre l'étudiant au centre de la réforme. C'est vrai, on parle toujours du projet du ministère, du projet de l'université, mais on oublie le projet personnel de l'élève. C'est important, le projet personnel, c'est une chose qui est très importante. Et c'est le Conseil supérieur, dans sa vision stratégique, a insisté sur cette question d'orientation et d'accompagnement, en stipulant de la nécessité de réviser le système d'orientation pédagogique, professionnelle et universitaire, en vue d'élaborer une nouvelle vision fondée sur le soutien pédagogique continu, sur l'accompagnement de l'apprenant dans son projet personnel depuis le cycle primaire et sur le renforcement de la culture du choix sur la base des motivations et des capacités. Donc l'élément absent dans ce débat, je pense, c'est l'étudiant, et c'est l'étudiant qui est au centre de la réforme. Oui. Peut-être une réaction à Abdel Miraoui sur ce statut de fondation. Oui, je voudrais juste rappeler que l'université publique est non lucrative. Déjà, il faut que l'opinion publique puisse se rappeler que l'université publique n'est pas là pour gagner de l'argent, même quand elle lève des fonds. De toute façon, le financement, il revient au service de l'étudiant. Et c'est pour ça que moi, je voudrais qu'on dépassionne ces frais d'inscription, qu'on dépassionne ce sujet, qu'on puisse plutôt discuter du comment on va le faire, à quel niveau on va le faire, et puis qu'est-ce qu'on va faire avec éventuellement ces financements. C'est surtout ça le vrai débat, parce que s'il s'agit d'avoir de l'argent et ne pas en faire quelque chose d'intéressant, c'est pas la peine. Je voudrais aussi, je suis désolé de revenir encore aux chiffres, je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, avec tous les efforts que fait l'État marocain pour l'éducation, en tout cas pour l'université, nous avons un taux d'encadrement dans nos universités. Je prends la mienne, les chiffres c'est à peu près plus ou moins semblable, plus de 50 voire 60 étudiants par professeur. Là aussi, la comparaison avec les pays pour lesquels nous avons éventuellement de la compétitivité, enfin une compétition, l'Afrique du Sud, la Turquie, un certain nombre de pays comme ça, vous avez au maximum entre 15 et 20 étudiants par professeur. Donc je pense que l'État doit continuer l'effort sur justement ce taux d'encadrement. Mais nous avons besoin de faire les autres actions. Aujourd'hui, encore une fois, excusez-moi de revenir sur les chiffres. Aujourd'hui, quand je vous ai dit une capacité ou plutôt un financement d'une université avec la masse salariale qui est pas loin d'1 milliard de dirhams, nous n'avons que presque 10 à 15% de capacité d'action. Ça veut dire qu'une fois qu'on a payé les salaires sont payés, ben, il n'y a plus beaucoup d'actions. Et pour faire les actions pour lesquelles il y a une discrimination des étudiants d'origine modeste, eh bien on n'a plus beaucoup d'actions. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question pour voir comment on va donner plus de capacité d'action à des universités. Les accompagner également, parce que c'était discuté tout à l'heure, les accompagner pour qu'elles puissent, j'allais dire, agir de manière directe et de manière rapide. Et puis, je pense qu'il faudrait arriver à, lorsque je parle de capacité d'action, une université publique, elle a aux alentours de 10-15%. Quand vous voyez le privé, il a une capacité de 30 à 50% d'action. Ça veut dire qu'il est capable de pouvoir faire bouger les choses en très peu de temps. Alors, il faut absolument qu'on se pose ce genre de questions. Et s'il y a participation des familles, il faut absolument qu'on puisse mettre des leviers de telle sorte de protéger ces financements, de pouvoir dire ces financements doivent absolument aller là où il y a éventuellement un effort à faire vis-à-vis du développement de l'étudiant et donner l'égalité des chances que nous n'avons plus dans ce pays. Il faut absolument qu'on redonne l'espoir fonctionner l'ascenseur social. Pour le mot d'affaire, puisqu'on est déjà à 15h28, Nabila Mounib, membre du syndicat national de l'enseignement supérieur, peut-être le mot de la fin. Moi, je dirais que même si le Maroc a ratifié l'accord général sur le commerce des services qui a été mis en place par l'OMC, il a aussi ratifié la Déclaration universelle des droits humains et d'autres traités. Donc je vois que la France aujourd'hui n'applique pas justement ce qui est stipulé dans cet accord concernant
l'enseignement et la santé, parce que c'est le prix à payer pour préserver la paix sociale. Donc nous devons aller aussi... Excusez-moi, au niveau du droit, l'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que l'État est obligé d'enseigner ou de prodiguer en tout cas un enseignement de qualité jusqu'à 15 ans. Après 15 ans, on fait ce que vous voulez. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Quand on est un pays en développement, nous savons que le levier fondamental du développement, c'est le développement humain. Donc il faut investir dans notre école, il faut préserver la mixité sociale. Il faut aller vers la capacitation éducative des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons 45% des jeunes urbains au chômage, nous en avons 200 000 qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Alors que l'État est incapable justement de répondre à cette demande. Donc moi je dis que la question à laquelle nous devons répondre, c'est celle de réduire les disparités sociales, régionales, etc. et de donner la chance à ces jeunes pour pouvoir justement s'intégrer. Et je dis aussi qu'il faut s'intéresser à la recherche scientifique, parce que la recherche scientifique peut produire une valeur ajoutée, peut contribuer à élever même le taux du PIB. Et moi, je connais des Marocains qui ont déposé plus de 50 brevets à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Moi, je dis qu'il faut encourager la recherche scientifique parce que c'est un très bon levier, et également aller vers justement l'amélioration du climat social, politique global pour que les Marocains puissent accéder au statut de citoyen. Et quand on est citoyen, là, nous allons libérer justement ces capacités marocaines qui servent à l'étranger et ailleurs, et qu'on voudrait voir servir ce pays pour émerger et pour justement essayer de parer à cette crise qui perdure. Et je pense que la démocratisation de l'État, la démocratisation de la société passe inévitablement par la démocratisation de l'accès au savoir, à l'éducation, à la formation de manière équitable, sans aucune discrimination. Hanan Cherkaoui de Tariq Ben Ziad, initiative pour le mot de la fin. Pour moi, rétablir l'être humain, l'étudiant et le professeur au cœur du débat, rétablir le rôle d'ascenseur social des universités et enfin renouveler le contrat social entre toutes les parties prenantes par rapport au thème de l'éducation. Abdel Ghafour Al-Allam, membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Pour le mot de la fin, rapprochez-vous du micro. Je pense qu'il faut mettre le débat de la gratuité dans sa globalité, c'est-à-dire dans une perspective globale, et mettre l'école au centre du développement économique et social. Et je pense que c'est là une solution adéquate pour mener bien la réforme de l'éducation et de formation. Abdelatif Izrouf de l'université Hassan de Casablanca. Je crois que le projet de développement du pays est très important et que la problématique de l'enseignement est fondamentale et qu'il faut plus de sérénité pour avoir un débat serein pour aller dégager une stratégie normale. Deuxième levier, on est dans le cadre d'un état de droit. Je crois que dans le cadre des universités autonomes, on est tenu d'aller dans le sens de la contre-extérialisation avec l'État. C'est-à-dire que l'État finance et que l'université travaille dans le cadre de projets avec indicateurs et résultats attendus. Abdeltef Miraoui, président de l'université Qadi Ayad de Maroc. Je reviens toujours sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on dépassionne ce débat. Il faut qu'on lui donne vraiment le cœur de, j'allais dire, la vraie destination. Ça veut dire relever le défi de l'université publique et de la formation, d'autant que notre pays fait face dans les prochaines années à une transformation énorme sur le plan économique. Il faut que nos jeunes soient en quelque sorte au centre de nos préoccupations. Et j'aimerais, avant de finir, penser à tous les enseignants-chercheurs et le personnel des universités. En tout cas, la mienne, et je pense que c'est au niveau national, qui font un travail énorme, qui font un travail considérable, avec le taux d'encadrement dont j'ai parlé tout à l'heure, avec toutes les difficultés que nous avons. Bien évidemment, il faut faire de l'ordre, il faut vraiment prendre des initiatives qui permettent à ce monde universitaire de pouvoir être compétitif vis-à-vis de l'étranger. Mohamed Darabi, expert en accréditation internationale et assurance qualité dans l'enseignement supérieur, doyen et directeur de TBS Campus de Casablanca pour le mot de la fin. Écoutez, moi je pense que on commence par la fin, c'est-à-dire est-ce que le système il va bien, est-ce que non, on est tous d'accord sur les diagnostics, on va être certainement pas d'accord sur les solutions, mais il faut un débat, il faut s'ouvrir sur le débat, il faut avoir des capacités à absorber, à sortir de sa petite box, out of the box thinking, et essayer de proposer d'autres alternatives. Est-ce que ça passe par la gratuité? Moi je dis peut-être. Est-ce que l'université publique a besoin de plus de ressources? La réponse est certainement oui.
l'économie. Est-ce que les Marocains ont confiance dans l'école? La réponse est certainement non. Est-ce que la tendance va changer? J'espère bien, parce que c'est important pour que tout le monde s'y met à table pour que des sacrifices doivent être faits. Le tissu économique, les grandes entreprises. Hier, j'étais à côté de la mosquée Hassan II, j'ai dit hey, les Marocains, je vais avec un ami de Toulouse qui est venu chez moi, et on a vu la mosquée, je lui dis, c'est grâce à une idée ingénieure de Sa Majesté Hassan II qui a eu l'idée de faire participer les Marocains à construire cette mosquée. Et je me disais, peut-être on peut aussi contribuer dans le financement de l'enseignement si le résultat est garanti et si surtout la gouvernance et la politique ensemble, parce qu'il y a la politique et le système, il faut qu'ils travaillent ensemble, la politique et le système. S'ils restent un peu, chacun y travaille tout seul, je ne pense pas qu'on va avoir des résultats. Vous avez l'impression que les syndicats aident justement à la pacification aujourd'hui dans le débat autour de cette problématique de l'enseignement supérieur? Est-ce que dans les propositions et dans la participation, vous voyez une bonne volonté de faire avancer les choses? Moi d'abord, il faut que les syndicats, tout le monde autour du débat ne commence pas dire non d'abord. Ils doivent être ouverts. Non, on ne commence pas par dire dans un débat non, je ne suis pas d'accord. Non, on est en train d'analyser, on regarde, et si ça se passe par des sacrifices de tout le monde, moi je pense que les Marocains, parce qu'on en a marre, les classements, chaque fois qu'on les voit, on a honte de les voir, on essaie de les esquiver. Et si vous voyez les développements humains, le facteur qui tire vers le bas la montgolfière pour qu'elle ne monte pas, c'est justement l'éducation. Voilà. 15h35, merci à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Mohamed Darabi, expert en accréditation internationale et assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Merci à Abdeltef Miraoui, président de l'Université Qadiaïa de Marrakech, à Abdeltef Izrou, vice-président chargé des affaires académiques à l'Université Hassan II de Casablanca, Abdelrapour Lallam, membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Merci également à Hanan Chapraoui, team leader du pôle éducation au sein de Tariq Ibn Ziyad Initiative. Et enfin, merci à Nabila Mounib, membre du secrétariat national de la Fédération de la gauche démocratique, membre du syndicat national de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi tentations. C'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alam Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.